Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents avec nous pour cette rencontre mensuelle. Alors, je suis Karine Gilles, responsable des partenariats expert comptable chez Gann Assurance. Je suis ravie de vous accueillir avec Danjean et Associés, en la personne de Delphine Collet qui va animer la session. Et pour Gann Assurance, ce sera Édouard Macario qui est agent général à Toulon. Donc, c'est un partenariat qui est monté avec l'annexe et le CJEC, spécialement pour vous. Nous avons monté des petits modules de 30 minutes plus 10 minutes d'échange, 15 minutes si vous voulez, sur des thématiques courtes, pointues et que vous pourrez mettre en œuvre dès votre retour au cabinet. Donc, on espère que ces sessions soient pratico-pratiques. Il y a des choses, vous verrez, qui sont plus originales et qui vous permettent de sortir aussi du cadre, notamment avec les sujets sur Excel. Donc, je vous laisse tout de suite en compagnie de Édouard Macario, agent général, qui sera suivi de Delphine Collet, qui est collaboratrice expert comptable chez Danjean et Associés, qui est un cabinet d'expertise comptable à Paris. Voilà, donc je coupe aussi mon micro et ma caméra et je laisse la parole à Édouard et Gérald Desquet en soutien, qui est notre inspecteur vie. À tout à l'heure. Merci Karine, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Karine, je suis agent général Gann Assurance dans le sud de la France et c'est moi qui fais la première intervention dans le Café du Social, donc sur une durée de 15 minutes. Donc, cette intervention est basée sur la réforme de la prévoyance des professions libérales au 1er juillet 2021. Donc, une réforme qui intervient suite à la crise sanitaire sans précédent que nous avons connue et qui fait qu'aujourd'hui, les professions libérales ont de plus en plus besoin d'être protégées. Donc, c'est une réforme voulue par le législateur. Donc, dans ces 15 minutes, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on voit d'abord les règles existant avant la réforme. Donc, il y avait un avant le 1er juillet 2021. Ensuite, qu'on bascule sur la réforme instituée au 1er juillet 2021 dans le détail et on voit les changements apportés avec des exemples. Et ensuite, on verra si cette réforme laisse des carences, et il y en a encore malheureusement, et si ça nécessite bien une couverture individuelle spécifique pour chaque profession libérale. Donc, dès le début, voilà le constat. Donc, on était sur avant le 1er juillet 2021. Donc, on a différentes caisses de retraite pour chaque activité. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a 5 sections professionnelles qui, avant la réforme, prévoyaient des indemnités du 91e jour. Donc, 90 jours de carence, 91e jour, on verse une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail. Donc, dans ces caisses, on retrouve la CARMF pour les médecins, la CAVEC qui vous concerne plus spécialement, donc les experts comptables. Nous avons aussi la CARPINCO pour les infirmières et la CARCDSF pour les dentistes et aussi les sages-femmes. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque indemnité journalière est un peu différente sur chaque caisse parce qu'il y a des plafonnements différents et des montants forfaitaires qui ne sont pas les mêmes, mais toutes verser une indemnité journalière à compter du 91e jour d'arrêt de travail. Et nous avons aussi les avocats. On les a mis un petit peu à part dans le tableau parce qu'on verra plus tard que dans la réforme, c'est un cas particulier, mais eux aussi, ils ont une couverture à partir du 91e jour et qui est de 61 € jour en forfaitaire. Voilà, ça c'était le régime de ces caisses-là. Et ensuite, on avait d'autres caisses qui, là, par contre, ne prévoyaient aucune indemnité journalière en cas d'arrêt de travail pour leurs adhérents. Donc là, on retrouve des caisses diverses et variées. Donc nous avons les notaires, par exemple la CPRM, la CAVAMAC, dont je fais partie en tant qu'agent général d'assurance. Vous avez aussi les pharmaciens qui sont concernés par la CAVP. Et là, sur ces caisses-là, aucune indemnité journalière n'est versée en cas d'arrêt de travail. Donc il n'y avait aucune protection sociale pour le chef d'entreprise profession libérale quand il adhère à une de ces caisses. Donc, il y avait un trou important, que ça soit dans les premiers jours d'arrêt de travail ou sur un arrêt plus long en cas de maladie importante. Donc, déficit. Et historiquement, pour rajouter quelque chose, c'est que les commerçants et artisans étaient plus protégés parce qu'aujourd'hui, sur un artisan commerçant, on a un arrêt de travail qui commence au 4e jour. Donc, historiquement, on avait une meilleure protection pour les artisans commerçants par le RSI, puis le régime social des indépendants, que pour les professions libérales. Donc, ce qu'a prévu la réforme, c'est le législateur a voulu créer, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, un régime général qui est unique pour toutes les caisses qui ont été affiliées à ce régime et qui crée une indemnisation entre le 4e jour d'arrêt
jusqu'au 91e jour. Donc, on a aujourd'hui 87 jours d'arrêt de travail qui peuvent être couverts suite à la réforme du 1er juillet pour une profession libérale qui adhère aux caisses précitées dans la diapositive. Donc, on a un véritable changement de cap sur les professions libérales avec un versement d'indemnité journalière. Alors, c'est un dispositif qui est piloté par la CNAF-PL au niveau de son administration et pour la gestion, on va dire, budgétaire de cette réforme. Et pour tout ce qui est prestations et cotisations, donc d'un côté, on a l'URSSAF qui va appeler les cotisations auprès des affiliés professions libérales, et vous avez les CPAM qui verseront les prestations en cas d'arrêt de travail dans cette période-là. Donc, on a une indemnisation, comme j'ai pu vous le dire, à 87 jours, avec 2 bornes, ce qui est très important, c'est-à-dire que le législateur a prévu une borne minimum, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui gagneraient moins que 40% d'impasse, c'est-à-dire aujourd'hui en 2021, 16 454 €, il y a une IJ minimum qui serait versée de 22 € par jour. Pour toutes ces personnes, forfaitairement, ils auraient un minimum de 22 €, donc pas en dessous en termes d'indemnité journalière. Et vous avez une borne haute pour les professionnels libéraux qui gagnent le plus et qui se limite à 3 passes. Donc là, sur 3 passes, nous avons une indemnisation qui est au maximum de 169 €. Donc quelqu'un qui serait sur une rémunération supérieure à 120 000 €, donc aujourd'hui 150 ou 200 000, quoi qu'il arrive, en cas d'arrêt de travail, il aurait l'indemnisation plafonnée à 169 € jour pour ces personnes-là. Et vous voyez que dans cette réforme, on a toujours nos avocats qui se baladent en bas du tableau, parce qu'en fait, les avocats, aujourd'hui, ils n'ont pas été intégrés dans la réforme. Alors peut-être dans le futur, oui, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ne toucheront pas d'IJ par le régime social obligatoire, en sachant qu'aussi que les avocats ont un régime spécifique d'assurance, alors qui est facultatif, mais qui s'appelle la prévoyance des avocats, qui fait peut-être que le barreau français ne voulait pas faire concurrence là-dessus, ou en tout cas, il y a une volonté de ne pas avoir d'indemnité journalière. C'est la seule caisse qui est concernée par ce non-versement d'indemnité journalière sur les 87 jours d'arrêt entre le jour 0 et le jour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie-là. Concernant, alors pour mettre en exemple, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est de voir aujourd'hui si cette réforme permet de garantir un revenu suffisant en cas d'arrêt de travail pour un professionnel libéral. Ce que je vous propose, c'est ce qui va vous intéresser dans un premier temps le plus, on va prendre l'exemple d'un expert comptable, donc un de vos confrères, qui serait en arrêt de travail suite donc, à une maladie. Et donc, on a un revenu d'expert comptable qui est à 70 000 € en 2021 et qui a une moyenne de revenus de 50 000 depuis 3 ans. Donc, en fait, la réforme prévoit de faire une moyenne sur les 3 années d'affiliation. Donc, les 3 dernières années, on va prendre ce revenu en moyenne. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a des revenus croissants, par exemple en début d'activité, le risque, c'est que sa moyenne sur 3 ans soit tirée à la baisse. Parce que forcément, il aura une augmentation des revenus, comme cet expert comptable qui est en plein développement et qui a un revenu en année N aujourd'hui beaucoup plus fort qu'en année N-1 ou N-2. Donc en France, en moyenne, 50 000 €. Donc aujourd'hui, c'est un revenu qui est à 194 € jour, si on prend 50 000 € et qu'on le divise par 365. Donc il a aujourd'hui, en activité, 194 € de revenus journaliers. Il tombe en arrêt de travail. Donc nous avons notre fameuse carence de 3 jours où il n'a aucun revenu à ce moment-là. Et après, à partir du 4e jour, il est versé une indemnité journalière qui correspond, comme dans le régime classique, à 50% de son rémunération. Donc 50 000 € de rémunération, il a le droit à 25 000 € de couverture. Si on le divise par 365, on retombe sur nos 68,50 €. Donc ça, c'est la couverture par le régime général instauré depuis le 1er juillet 2021. Et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du 91e jour, nous avons le régime CAVEC classique qui prend en charge 90 € forfaitairement, et ce régime va de 91 jours jusqu'à 3 ans en cas d'arrêt maladie prolongé. Donc on a une augmentation dans le temps, mais on voit bien qu'aujourd'hui, entre 194 € qu'il a de revenus quotidiens et 68,50 ou 90, donc il y a bien forcément un décalage et une perte de revenus assez importante pour le profession libérale. Donc 125,50 € dans la période des 3 premiers mois, et une perte qui est limitée plus qu'à 104 € quand la CAVEC prend le relais sur la partie d'arrêt long terme. Donc quand même, si on fait le calcul, nous avons quand même un manque à gagner pour ce professionnel libéral de 11 500 €
sur 3 mois. Donc, à partir du premier jour d'arrêt de maladie jusqu'au 90e jour, s'il reste que 3 mois en arrêt maladie, on a quand même une perte, malgré la réforme, de 11 500 € de revenus à ce jour. Donc, il y a quand même un besoin de protection. Alors, et si on prend un exemple encore plus sensible, ça va être le médecin. Parce que la CARF a des classes de cotisation. Et ça, c'est assez risqué, ce genre de choses, parce que 3 classes de cotisation, donc 68 € en cas d'arrêt de travail, ou 102 ou 136, et vous allez voir que lui, il va être plus pénalisé. Par exemple, donc lui, 80 000 € de revenus, on est sur 219 € de revenus d'activité. Donc ça, c'est son revenu quotidien par rapport à sa rémunération de 80 000 €. S'il arrête de travailler, malheureusement, dans un arrêt, la nouvelle réforme prévoit de lui verser la moitié de son salaire rapporté au nombre de jours, donc ce qui veut dire 109,60 € en cas d'arrêt de travail. Donc, on est à la moitié, on est bien donc sur une moitié de rémunération. Et à partir du 91e jour, étant donné qu'il est en classe A, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, donc classe A de cotisation, il a le droit qu'à 68 € d'indemnisation forfaitaire de sa caisse de retraite, donc la CARF, ce qui fait que pour ce professionnel, il va avoir une déperdition de revenus à partir du 91e jour parce que sa classe de cotisation est inférieure à ce qu'il faudrait par rapport à sa rémunération. Donc, on a un manque à gagner, vous voyez, 109,60 € dans la première partie et 151 €. Donc, si on recalcule comme tout à l'heure le manque à gagner sur 3 mois pour le médecin libéral dans ce cadre-là, on est sur une perte de revenus de 10 192 € dans les 3 premiers mois d'arrêt de travail, ce qui est assez énorme et qui fait que malgré la réforme, on voit qu'il y a quand même une bonne partie de rouge et donc de perte de revenus pour ce professionnel libéral. Et surtout, pour revenir là-dessus, c'est que quand vous avez des classes de cotisation, souvent, et ça m'est arrivé parce que j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, sur un médecin qui m'a d'ailleurs sollicité pour une remise à niveau de ses contrats suite à la réforme, il était en classe de cotisation A parce que vous choisissez à l'installation votre classe de cotisation entre A, B, C. Le seul problème, c'est que souvent, quand vous vous installez dans une nouvelle profession, vous essayez d'éviter, on va dire, des charges, et peut-être certains professionnels veulent limiter leurs charges de fonctionnement en début d'activité. Donc, il était toujours en classe A, alors que ses revenus étaient devenus très importants par rapport à des spécialisations en médecine qu'il avait pu faire tout au long de sa carrière. Et donc, lui, il avait un énorme trou dans la raquette par rapport au fait qu'il cotisait en classe A par rapport à sa rémunération actuelle. Donc, c'est attention en termes de conseils. Quand il y a des caisses de retraite qui prévoient des classes de cotisation, il faut aussi des fois actualiser et vérifier si la rémunération que vous avez aujourd'hui correspond toujours aux classes de cotisation que vous avez choisies dans la protection, dans la couverture de votre régime social. Donc, grave conséquence sur son niveau de vie et celui de sa famille en cas d'arrêt de travail pour ce professionnel libéral. Ensuite, donc, si on part, parce que forcément, là, on parle de prestations, mais tout ça a un coût. Donc, le législateur a prévu un taux de cotisation qui est uniforme, donc pour tous les professionnels libéraux. Donc, vous avez un taux de cotisation qui est très simple, qui est fixé à 0,30% des revenus déclarés. Donc, il n'y a pas de condition d'âge, pas de condition d'état de santé. Tout le monde paye la même cotisation pour bénéficier de ce régime-là. Et forcément, nous retrouvons dans les cotisations nos 2 bornes que nous avions dans les prestations. Donc, la borne de cotisation minimum, qui est égale à 40% d'un pass. Donc, si on prend 0,30% de ce montant-là, on a une cotisation minimum à 50 € annuels pour les professions libérales qui gagnent le moins de revenus. Et pour ceux qui sont sur des revenus très importants, nous avons forcément le plafonnement de la cotisation comme le plafonnement de la prestation que nous avons vu. Donc, vous avez aujourd'hui le plafonnement de la cotisation à 370 €. Parce qu'en fait, on prend donc 123 408 € qui est l'équivalent de 3 passes de 2021, sur le montant 2021, fois les 0,30%. Donc, on a une cotisation à 370 €. Donc, on voit que, comme les prestations, on a des cotisations qui sont encadrées dans 2 bornes et qui restent des cotisations annuelles et qui sont assez faibles. Par contre, donc, pour revenir là-dessus aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'URSSAF, qui va être celui qui va encaisser les prestations et qui va gérer donc le recouvrement des prestations. S'il y a des retards à l'allumage, alors aujourd'hui, on vient de commencer ce régime il y a un peu moins de quasiment 3 mois, mais aujourd'hui, les URSSAF ne sont pas forcément prêtes de leur système informatique à ce recouvrement de cotisations. Donc, il y a beaucoup de cotisations qui n'ont pas forcément été appelées jusqu'à présent et seront certainement appelées au 1er janvier 2022 pour couvrir le semestre 2021. Mais la réforme fonctionne bien à cette date-là,
Donc, nous avons bien, à un moment donné, la prise en charge d'indemnités journalières à partir du 1er juillet 2021 pour un professionnel. Mais la cotisation comme les prestations pourraient être décalées dans le temps du fait de la lenteur de la modification du système informatique, parce que la réforme a été très rapide, parce qu'elle a été décidée suite à la crise sanitaire. Donc, le législateur allait assez vite et forcément, ça ne suit pas tout le temps au niveau des organismes sociaux. On a aussi à noter le conjoint collaborateur qui était dans la diapositive, où on a un minimum de cotisation qui va être prévu, pareil, sur les 22 € à partir du 1er janvier 2022. Donc le conjoint collaborateur n'a pas été oublié dans la réforme et il sera pris en charge dans ce système d'indemnité journalière du 4e au 91e jour par rapport à une cotisation de base minimale sur 40% d'impasse, soit 22 €. Donc quand on résume cette version, on a bien vu, on a une réforme, ça permet d'améliorer la situation sur les 3 premiers mois, mais comme on a pu le voir dans les exemples, il y a quand même un manque à gagner important des professionnels libéraux. Donc forcément, même si cette réforme apporte un plus, nous avons besoin d'une couverture d'assurance individuelle qui peut venir apporter un plus par rapport à ce régime légal. Donc forcément, si un professionnel libéral croit qu'il est bien couvert suite à la réforme, forcément, il va devant de désaventures, malheureusement, forcément de désagréments en cas d'arrêt de travail. Donc, le but de tout ça, c'est de rester toujours pareil, pragmatique et de repartir, comme on a pu le faire jusqu'à présent, sur des audits de protection sociale. C'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier la situation patrimoniale, personnelle de la profession libérale, par rapport à sa situation de famille. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a un conjoint? Son âge, son niveau de patrimoine et sa constitution de patrimoine, pour pouvoir le conseiller au mieux et lui apporter les meilleures solutions en cas d'arrêt de travail. Parce qu'aujourd'hui, un audit de protection sociale, le but, c'est d'apporter des solutions qui sont personnalisées et chaque professionnel libéral a forcément une situation différente à assurer. Donc, malgré cette réforme, il reste des carences et il faut apporter encore une fois des solutions individuelles avec un audit mais qui fait quand même revoir la situation par rapport aux professionnels, par rapport à ce qu'ils avaient pu soit mettre en place ou s'ils n'avaient pas mis en place. Il faut continuer à avancer là-dessus. Et pour finir sur ce sujet, par exemple, il m'arrive de conseiller, j'ai un groupe de franchise d'agents co-immobilières, là on sort des professions libérales, par exemple, mais qu'on conseille au niveau de la prévoyance individuelle des agents commerciaux. Et par exemple, sur cette typologie de risque, nous allons par exemple proposer des indemnités journalières plus lointaines. Parce que par exemple, dans ces professions-là, vous avez un enroulé de vente qui fait que ces agents co, même s'ils sont malades les premiers temps, ils auront une couverture, une rentrée d'argent grâce à leur vente qui se signeront à un moment donné et ils perdront des revenus dans le temps. Donc vous voyez, chaque situation peut être différente, chaque profession a des particularités métiers aussi qui sont plus ou moins importantes à couvrir. Donc, il faut passer par cet audit de protection sociale pour pouvoir essayer de couvrir au mieux les besoins de chacun. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et du coup, je vais passer la main à la personne du cabinet d'Enjean par rapport à l'utilisation d'Excel. Et je vous remercie. Bonjour et merci pour la première intervention. Alors, ça va être la deuxième présentation sur Excel. La première, on faisait sur les raccourcis. Et là, je vais vous montrer quelques formules en formule d'Excel. Alors, pour commencer, tout ce qui va être somme et somme conditionnelle. Là, j'ai fait un petit tableau avec des critères. Si on veut additionner tous les montants, je vais taper égale somme. Donc, le égal, il permet de rentrer dans toute fonction Excel. Les formules que l'on tape, elles apparaissent dans la barre là-haut et dans la cellule lorsqu'on est en train de la remplir. Et il y a une petite aide pour les formules qui est quand on appuie là-dessus où on nous demande les paramètres. Si on connaît la formule, on peut y aller en direct. Et celle-ci, ça va être égale somme. Et puis là, on sélectionne tous les montants que l'on veut additionner. On ferme la parenthèse pour fermer la formule. Et l'addition, c'est faite. Et je rappelle par rapport à l'intervention sur les raccourcis de la semaine dernière, qu'on pouvait avoir le même résultat en tapant Alt égale en bas de la colonne. Il allait chercher tout seul la colonne à additionner. Maintenant, si on veut faire la même somme, mais en fonction d'un critère, là dans mon petit tableau, je veux lui demander d'additionner les montants si
ce sont des A qui sont dans la colonne de paramètres. Alors là, je vais lui dire égale somme.si. C'est la formule qui permet de dire qu'on additionne en fonction d'un critère. Et là, il y a dans l'affichage ce qu'il nous demande pour que la fonction puisse fonctionner. La plage, c'est celle dans laquelle il trouvera le critère. Donc là, on sélectionne cette zone-là. Le point-virgule, il permet de séparer tous les paramètres. Donc là, je mets un point-virgule et maintenant, il me demande quel critère. Un critère, quand on veut taper du texte, on va utiliser des guillemets. Donc là, je veux lui demander d'additionner à chaque fois qu'il trouve le montant A et de prendre le montant en face. Donc je mets le A entre des guillemets. Et ensuite, Excel me dit point-virgule et ensuite somme de plage. Et donc là, je lui dis que c'est sur cette zone-là qu'il va additionner les montants s'il a trouvé un A en face. Je ferme la parenthèse. Et donc là, il a additionné 40, qui sont les 10 ici et les 30 ici, parce qu'il avait un A en face. Donc là, c'était la somme en fonction du critère. Et c'est exactement le même principe avec le fait de dénombrer pour savoir combien de fois on a le critère dans une plage. Donc là, on va dire NB pour nombre, NB.si, le fait d'être conditionnel, sur quelle plage, et là, à nouveau, mon critère, donc le point-virgule pour séparer les paramètres de la formule, et le critère, je mets entre guillemets. Là, il a trouvé que sur cette plage-là, il avait 2 fois le critère A. Là, c'est pour donc l'addition ou le dénombrement. Maintenant, quand on cherche, plutôt qu'à additionner, là, le 10 et le 30, parce qu'ils correspondent au critère A en face, quand on cherche à ce que le tableau renvoie une fonction, quand il trouve un critère et qu'on a besoin qu'il renvoie l'info qu'il y a en face du critère. La fonction, elle s'appelle recherche X. On va le faire ensemble. Là, je vais lui dire qu'en fonction de l'entité A, je veux qu'il me trouve dans le tableau l'info qu'il y a en face. La formule, c'est recherche X. Donc, égale recherche X de... Là, la valeur que l'on cherche, c'est entité A, que j'avais écrit ici. Et là, Excel me dit, c'est bon, l'info est sélectionnée, point virgule. Le tableau de recherche, c'est où est-ce qu'il va trouver l'information que je veux. Donc, il va la trouver dans cette colonne-là. Point virgule. Et là, où est-ce qu'est l'info que je veux qu'il me renvoie en fonction du critère. Et donc là, c'est l'info qui est en face. Sachant que cette fonction, elle permet de renvoyer une info, peu importe le classement du tableau. Là, ma colonne, elle est juste à droite de l'info qu'il va trouver, mais si elle était 10 colonnes plus loin, ça fonctionnerait. Si elle était 10 colonnes avant, ça fonctionnerait aussi. Je ferme ma parenthèse, et donc là, il a trouvé que en face de l'entité A, c'était euro. Je vais vous montrer comment créer une liste déroulante. Par exemple, pour pouvoir changer toutes les entités, mais sans que ce soit manuel. Ici. Alors, la liste déroulante, elle s'obtient depuis le bandeau Excel là-haut avec les données. Donc, je sélectionne d'abord ma cellule où est-ce que je veux qu'on instaure une liste déroulante. Je vais dans Données, Validation des données, ici. Validation des données à nouveau. Et ici, je lui demande de me sélectionner Liste, qui correspond à la liste déroulante. Il me demande la source de données qui va lui permettre de créer une liste. Moi, ma source, elle est ici. C'est toutes ces entités-là qui forment la liste que je veux obtenir. Je dis OK. Et là, il m'a créé une liste déroulante. Et donc, si je clique sur ma flèche, je peux sélectionner toutes les entités. Et donc, si je change d'entité, par exemple, je prends la C, eh bien, ma formule, elle s'est adaptée. Il a recherché l'entité C dans le tableau et il m'a renvoyé la devise qui était en face. Si je change encore de devise, je vais chercher la H. Il s'est adapté et il a trouvé l'info qui était en face. Si je veux glisser la formule, quand on la tape une fois et qu'elle puisse servir à toute la colonne,
Là, si je descends, il va avoir tout décalé. Il va avoir cherché plus bas dans mes tableaux et il va avoir cherché une info là où elle est plus. Si je descends encore, là, il cherche tout en bas et il cherche plus du tout dans mes données. Pour éviter ça, on va devoir figer les plages dans lesquelles il recherche. Donc là, je clique dans ma fonction là-haut. Il me met en couleur les zones de cellules. J'ai besoin de lui dire que ma case ici, elle ne doit pas bouger. Là, c'est le système des dollars. Soit on tape les dollars manuellement, devant les lettres et devant les chiffres, soit on obtient le résultat quand on appuie sur F4. J'appuie sur F4, il m'a mis $1 devant la lettre et devant les chiffres. Là, je vais vous montrer. Si là, en ayant figé ceci, je descends, il va avoir continué à chercher la case que je voulais, mais il a continué à descendre dans le tableau. Donc là, il ne cherche plus au bon endroit. J'ai besoin de figer toutes mes zones. Donc ici, je vais mettre des F4 partout. Et comme ça, il ne va plus bouger, ni dans les zones de recherche, ni dans les zones des infos où il trouve. Je descends. Il est resté toujours sur la bonne case et il est toujours resté sur le tableau de recherche. Et donc là, voilà, soit vous mettez les dollars manuellement devant lettre pour la colonne, devant la ligne pour les chiffres, et sinon, on bloque la cellule et le raccourci, c'est F4. Voilà. Une autre formule, c'est pour savoir si, en fonction de quelque chose, enfin, la formule, c'est si quelque chose, et là, on lui dit, bah, si c'est vrai, alors je veux tel résultat, si c'est faux, alors je veux tel résultat. Là, pour exemple, je vais lui dire, si dans cette case-là, c'est euro, alors mets-moi OK. Si c'est pas euro, alors on va afficher un 0. La formule, c'est égal si. Là, il me dit test logique, valeur si vrai et valeur si faux. Test logique, je lui dis si ma cellule-là est égale à euro. Je prends ma cellule, égale, et pour pouvoir dire euro, je le mets entre guillemets parce que c'est du texte que je veux qu'il reconnaisse. Donc, si ma cellule a ce contenu-là, point virgule, alors là, je veux qu'il m'affiche OK. Mais puisque c'est du texte, et si c'est pas euro, alors je veux qu'il m'affiche un 0. Je ferme ma parenthèse. Ah, c'était euro, c'est d'accord. Maintenant, si je change le contenu de la cellule, il n'a pas retrouvé qu'il y avait euro et il m'a affiché mon 0. Et donc, la fonction si, on peut l'imbriquer dans les autres formules. Dans ce que je recherchais tout à l'heure, je peux aussi lui mettre du conditionnel avec les si, etc. Dès lors qu'on est dans les paramètres Excel, on peut imbriquer toute la cellule ci, toute la formule ci dans une autre formule en tant que première condition. Ensuite, la formule gauche ou droite. Là, ça va être pour afficher le nombre de caractères qu'on veut à la gauche ou à la droite d'une cellule, de la gauche ou de la droite d'une cellule. Par exemple, ici, si je ne voulais pas avoir l'affichage de entité dans toute ma colonne, mais que je voulais juste la lettre de la fin, je vais lui dire, je veux le dernier caractère de la cellule. Donc là, ça va être droite. Majorité restée en majuscule. Égale droite de ma cellule que je sélectionne. Point virgule, parce que Excel me dit pour séparer les paramètres, j'ai besoin de mettre un point virgule. Là, je veux au caractère, c'est le nombre de caractères que l'on veut. J'en veux 1. J'ai pris le A. Si je défile, il va chercher plus bas dans le tableau. Et donc là, il me reprend tous les derniers caractères de mes cellules. Souvent, on s'en sert sur le fait de sélectionner la racine d'un compte en comptabilité. Donc là, par exemple, avec les quelques exemples de comptes que l'on a sur la gauche, je vais dire égal gauche de ma cellule.
Quand on veut faire des tris par racine de compte, on a besoin, par exemple, que du premier caractère pour avoir juste la classe comptable. Donc là, je vais lui demander que le 2. Il va me reconnaître en 2 dans chaque case. Parce que je n'ai pas figé ma cellule en F4 comme ce qu'on a vu tout à l'heure, il s'adapte tout seul et il va chercher plus bas. Si maintenant je voulais vraiment les comptes en entier, égal gauche, de ma cellule toujours, et là je veux les 6 chiffres, je veux le compte en entier. Hop. Donc voilà pour gauche et droite, la cellule et le nombre de caractères que l'on veut. Pareil, si on cherche quelque chose, on peut l'imbriquer dans un si. Là, si je veux lui dire si la classe c'est une immobilisation, alors ok, sinon non. Je vais lui dire si. Là, je tape mon test logique. Mon test, c'est le fait que ce soit une IMO et donc que ça commence par un 2. Si gauche de ma cellule, là, premier caractère, 1. Donc, le tout, ça doit me donner le fait que ce soit une IMO et que ça commence par un 2. Si le tout égale 2, alors je vais lui mettre une IMO. Sinon, je vais lui faire afficher un 0. Hop. Et ça n'a pas fonctionné. Alors, on va voir ce qu'il m'affiche. C'était un 2. Et là, je lui ai dit quoi? Bon. Et bien, c'est censé fonctionner. Ah, voilà. Bah, il avait besoin que ce soit entre guillemets. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est censé être du chiffre et non pas du texte. Alors, c'est que la fonction, elle fonctionne avec des guillemets sur le fait que ce soit un critère. Là, il a trouvé que c'était bien une IMO quand je l'ai mis entre guillemets. Ok. C'était pour vous montrer que le premier paramètre d'une fonction, là, je suis dans ma fonction si, et ben, je peux rajouter une autre formule. Et ça à l'infini. On peut mettre beaucoup de conditions. Ensuite, quand on a tout un tableau, parfois, on a besoin d'afficher une partie des données. Là, on peut rajouter un filtre. La manip Excel, c'est donner, là-haut dans le bandeau, et filtrer. Et hop, il m'a affiché mon filtre, et donc il me propose de sélectionner tout ce que je veux. Le raccourci qu'on avait vu la semaine dernière, c'était CTRL majuscule et L. Là, j'appuie dessus, mon filtre s'en va. Je réappuie dessus, mon filtre apparaît. Et ensuite, dans le filtre, la petite case recherchée ici, elle permet de taper manuellement du texte et d'avoir l'affichage correspondant. Si par exemple, je veux faire apparaître que l'entité F, je vais taper un F et il va comprendre qu'il n'y a qu'une seule variable qui correspond à ce que je lui demande. OK. Et il m'affiche plus que le F. Hop. Ensuite, ça va être dans la conversion. Souvent, quand on est sur des logiciels et qu'on demande un export en Excel, ça arrive souvent que le format d'export il soit en CSV. C'est-à-dire qu'il affiche toutes les données à la suite dans une seule cellule en séparant juste par des points-virgules. Et donc là, plutôt que de faire un retraitement manuel, on va lui demander une conversion au global pour tout le fichier en disant, à chaque fois que tu trouves un point-virgule, je veux que tu mettes la suite de l'information dans la colonne d'après. Je sélectionne mon texte. Donc là, souvent, quand ça va être sur un fichier qui sort en CSV, on va avoir toutes les infos dans la colonne A. Donc souvent, on sélectionne la colonne A pour faire la manip que je vais vous montrer. Mais moi, là, pour prendre un exemple, je sélectionne que les infos concernées parce que je veux convertir. C'est à nouveau dans les données, là-haut. Convertir, cette fois. Là, si je lui disais que c'était une largeur fixe, je pourrais lui fixer une barre où il couperait ma cellule. Mais je vais vous montrer par le choix délimité, parce que c'est plus simple et beaucoup plus courant.
Là, mon critère, c'est de le faire séparer les infos dès qu'il y a un point-virgule. Délimité, suivant, et je lui dis point-virgule, c'est ton séparateur. Je le coche ici, et donc la barre en bas est apparue. Je vais vous montrer, je décoche, il retrouve mes points-virgules, je coche, il a compris que mes points-virgules devenaient un séparateur vers une colonne plus loin. Terminé, et il a séparé toutes mes infos. Et donc, dans un fichier CSV, la plupart du temps, il y a 15 fois un point-virgule parce que toutes les infos du fichier sont dans la même cellule. Et quand on lui demande une séparation selon les points-virgules, on se retrouve avec 15 colonnes après. Donc ça sert beaucoup sur les formats CSV. Donner, convertir et le séparateur. Parfois, c'est un point d'exclamation qui est au milieu. Donner, convertir, délimiter. Si mon séparateur, il n'apparaît pas dans la liste de ce qui est prévu par le logiciel, les points-virgules, les virgules, les espaces, je vais dans « Autre » et je lui tape le caractère qui me sert de séparateur. Ici, c'est mon point d'exclamation. Il a compris et il m'a séparé mes colonnes. Et enfin, en dernière formule, les arrondis. Quand on a des affichages avec beaucoup de chiffres après la virgule, on peut chercher d'arrondir les montants, chercher à arrondir les montants. Je vais vous montrer pour si on veut arrondir à l'unité, 1 ou 2 décimales. La fonction c'est arrondi égale arrondi. De quoi? De ma cellule. Combien de chiffres je veux après la virgule? Là, à l'unité, j'en veux aucun. Donc, il m'a arrondi 24,67. On arrondit à l'unité, ça fait 25. Si je veux arrondir à une décimale égale arrondi de ma cellule avec une décimale, 24,70, et avec 2 décimales, et retrouve le montant. Et après, si c'est de l'affichage de chiffres avec que 2 chiffres après la virgule, on va dans Accueil, et c'est les 3 zéros ici qui permettent un affichage plus sympa. Ce qu'on avait vu en raccourci, c'était le contrôle point d'exclamation. Donc, je le fais sur mon clavier, contrôle point d'exclamation, et il affiche tout avec 2 chiffres après la virgule. Voilà. Eh bien, je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez que je vous remontre une formule, et sinon, j'ai fini mon intervention. Merci Delphine, merci Edouard. C'est le temps des questions maintenant. Pour ceux qui veulent intervenir tout de suite, si vous voulez prendre la parole, pas de volontaire. Eh bien, dans ce cas, si vraiment rien, on va clôturer là. Et puis, on vous donne rendez-vous en novembre pour le prochain Expert Tips sur le même format, mais des questions différentes avec d'autres intervenants. Eh bien, on va se quitter là. Bonne journée à tous et puis rendez-vous en novembre. On va vous envoyer l'information bientôt sur les thèmes et la date. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.